Gilman, 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 Gilman. Je suis Robout, seigneur régent de l'Imperium et directeur général de la sous-préfecture de Cergy-Pontoise. Lui, c'est Calgar, mon maître de chapitre domestique. Et ils sont où mes gantelets? Mon secret, c'est de posséder le plus gros chibre du 41e millénaire quand j'ai levé l'épée de mon papounet en criant « Par le pouvoir du trône impérial !» Je détiens la force toute puissante. Calgar se transforme alors en un énorme boomer en armure Gravis. Et moi, je deviens Gilman, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont Yvraine, ma petite copine Aeldari, Oh mon gros bouboute! l'inquisitrice Greyfax et cet empaffé de Belisiar Lutzcall. Ils m'aident tous les trois à défendre le palais de Terra contre les forces du mal. Maintenant, je mène la grande croisade Indomitus et je cherche à devenir la figurine la plus méta de l'univers de 40K. Je fais aussi des sponsors sur Ruralameur, le podcast du Wargame à l'ancienne. Je suis surpuissant mais également très fatigué. Dans mes moments de doute, je peux toujours compter sur ma petite Yvraine pour me détendre un peu. Compte là-dessus, tocard! Et bonjour à tous mes très chers ruralistes, bonjour à tous, vous êtes bel et bien sur Ruralameur, le podcast du Wargame à l'ancienne et du Warhammer bien de chez nous. Un épisode qui commence en fanfare, une fois de plus, bienvenue en Mongolie, la Mongolie rurale pour être exact. J'ai ouï dire que le ridicule ne tuait pas et j'ai également ouï dire que ce qui ne nous tuait pas nous rendait plus forts. Du coup, on va continuer dans cette voie pour ce nouvel épisode de Brutal Hammer, la rubrique qui regroupe les trucs les plus balèzes de Warhammer 40 000. Et du coup, cet épisode est un peu un genre de battle royale, car on va parler des primarques. Du moins, on va parler de ceux qui sont jouables à l'heure actuelle. Donc, les primarques, globalement, on est dans un arc narratif qui tourne autour de ça, qui tourne autour du retour des primarques. On les voit un peu popper d'année en année. Ça a commencé avec l'arc narratif de Gathering Storm et donc le retour de ce cher Boubout. Et donc, là-dessus, ça divise pas mal la communauté. Est-ce que le retour des primarques, c'est bon pour l'univers de 40K? Est-ce que c'est bon pour le lore? D'aucuns s'inquiètent en fait avec ses venues successives de voir un peu tourner le lore de 40K un peu à la marvelisation. C'est vrai que avec tous ces primarques qui font leur retour, on pourrait très bien imaginer une espèce de un truc qui irait vers la fin du monde, un peu en mode Avengers, quoi. C'est-à-dire que tout le monde contre tout le monde, tous les primarques seraient là et s'affronteraient dans le fameux Ranadandra prophétisé par les Aeldari. Donc, est-ce que c'est bon pour le lore? Moi, à vrai dire, j'ai pas de point de vue définitif là-dessus. Moi, à titre personnel, honnêtement, je kiffe. Franchement, les primarques reviennent. Les figues, on va en parler, mais elles déboîtent. Moi, en vérité, c'est concernant le jeu que ça m'embête un peu. Incarner un primarque sur une table... Wow, c'est un peu chaud quand même. Moi déjà, autant le dire tout de suite, je ne sors jamais ce genre de figurine à moins de 3000 points. 3000 points, ça me paraît être un minimum syndical pour accompagner un primarque. Les mecs sont littéralement des demi-dieux. Les sortir en fait pour une escarmouche sur des ruines en L un vendredi soir, ça me paraît tout à fait débile. Donc ça, moi, c'est quelque chose que réellement je m'interdis. Oui, d'ailleurs, je suis en train de peindre Mortarion en ce moment même. Quel kiff d'ailleurs, putain, il va être beau, mon petit papillon là. Ok, j'ai Mortarion, c'est plus une pièce que je fais pour kiffer, honnêtement, pour avoir une belle figue sur table, mais je le sortirais à 3000. À vrai dire, je pourrais pas aller au-delà, je vais arrêter de peindre de la Death Guard un moment, mais ouais, clairement, moi je joue un primarque avec minimum 3000. Ça me paraît assez évident, et donc quand je vois des gars qui sortent des primarques à des tournois à 1000 points, bon là, c'est la gifle avec élan, on va pas se mentir. Donc,
Parlons un petit peu de ça justement. Un Primark sur table, ça donne quoi? D'office, on va être confronté à un des problèmes, je trouve, les plus récurrents de 40K, c'est l'échelle de puissance. On parle souvent de ça, quoi. Je vous rappelle, par exemple, dans le lore ancien, une escouade tactique pouvait délivrer un monde entier. Eh bien, à l'image de ça, des Primarks, parfois, les mecs ont affronté des armées entières. On a Sanguinus qui one-shot des titans warlords du chaos. Enfin, putain, les faits d'armes, ils sont absolument innombrables, en vérité, quoi. Même blessés, même saignants jusqu'à la mort, les mecs, en fait, ils sont capables de dérouiller des armées entières. Pour prendre des exemples de lore récent dans Dark Imperium, il y a ce cher Boubout qui nous dérouille, en fait, tout un détachement de machines démons à lui tout seul. Le lion, idem, le mec, il défouraille, le lion, idem, le mec il défouraille tout ce qui bouge. Là, dans le roman de Mike Brooks assez récent, en fait, le lion délivre quasiment un monde à lui tout seul. Il a quelques alliés, mais honnêtement, c'est des pimpins avec 2-3 shotguns. Il y a pas, voilà, le mec il gère. Bref, en fait, c'est comme ça pour tout le monde. Et ça, naturellement, sur table, vous ne le retrouverez pas. Si vous mettez Reboot Gilliman face à une armée de machines démons de 3000 points, la partie va durer un quart de tour. C'est absolument évident. Donc, l'échelle de puissance, vous ne la retrouverez pas telle qu'elle est décrite dans le lore. N'importe quel Primark, il suffit qu'il y ait 1 ou 2 obusiers à bout portant, vous pouvez le voir complètement pulvérisé sur un jet de dés un petit peu malheureux. Donc, les Primarks sur table, moi honnêtement je suis pas hyper fan, sauf pour les grands événements. Là naturellement on va pas se priver. Je vous rappelle qu'il y a un détachement d'Archangel là qui vient de sortir dans la Data Slate qui est phénoménal, un superbe détachement pour les Dark Angels. Là clairement ce truc là tu le lis, t'as envie de jouer 4000 points mené par le lion himself. Donc là il y a un vrai kiff en fait. Quand t'as le détachement qui va bien, quand t'as l'effectif qui va bien, mettre un Primark sur table, c'est toujours un gros kiff. Seulement, bah, tu vois, déjà, c'est dangereux de sortir un Primark à 2000. Tu peux très bien te le faire astro-poutré. Bah, à 4000, ce sera encore pire. Donc, il va falloir jouer finaux. Et on en reparlera tout à l'heure des règles. Jouer des Primarks, c'est pas aussi no-brain qu'on ne le croit. Quant au lore, est-ce que c'est bon pour le lore? Honnêtement, j'ai pas d'avis définitif là-dessus. Je demande à voir. Pour l'instant, on va pas se mentir, c'est décevant. On va en parler au cas par cas, mais franchement, le contexte de retour de certains Primarks, c'est un peu en mode ok, il revient, fuck you, c'est magique. Donc c'est un petit peu ça, quoi. C'est un petit peu ça. Donc aujourd'hui, naturellement, on ne va parler que des Primarks dispo à la vente. Et parmi un peu ce casting donc qui compose 6 Primarks, vous les connaissez, hein, on va pas se mentir. Il y a eu quand même quelques duels célèbres hein, dans le lore. Donc on a eu naturellement Gilliman versus Fulgrim, hein, un combat à l'issue duquel eh bien, Gilliman a été mortellement blessé à la gorge hein, via les lames emplies de toxines du Phénicien, et c'est à la suite de cet événement eh bien, qu'il va être plongé à peu près 10 000 ans en stase. Donc reboot Fulgrim wins. Ensuite, après sa résurrection, on a eu reboot Mortarion. Et ben encore une fois, Mortarion, il tue Reboot, sauf que cette fois, il va se passer quelque chose, c'est que l'empereur himself va intervenir. Donc au final, Reboot wins, mais il y a un peu de triche quand même, quoi. Et tout aussi récent, dans le lore récent, on a également le lion qui s'est frité avec Angron. Donc ça c'est écrit dans les Arches Fatidiques, hein. L'ouvrage dédié au lion. Donc le lion versus Angron, eh bien, c'est le lion qui gagne. Il gagne, mais putain, il a eu chaud aux fesses quand même, quoi. Il a eu chaud aux fesses. Donc on va dérouler la petite brochette de tous ces Primarks et on va également parler dans la foulée des liens assez particuliers qu'ils peuvent les unir avec souvent leur premier capitaine, leur maître de chapitre ou un simple lieutenant. Ça, c'est tout à fait intéressant. Donc commençons eh bien, par la star de cette émission, quelque part, le fameux reboot Gilliman. Gilliman, tout le monde se fout un peu de sa gueule. Hein. On va pas se mentir, le mec est relativement assez mal aimé. Alors que moi, je le kiffe, mais vraiment quoi. Gilliman, pour moi, c'est waouh,
C'est à la fois le tribun, le seigneur de guerre, le maître stratège. En fait, là d'où viennent les moqueries, c'est potentiellement en fait de son super pouvoir d'organisation. Le mec, il organise tout. Voilà, c'est un scribouillard. Il fait des dossiers, il a des classeurs, etc. Quel est le meilleur remède en fait à ça? Comment ne plus se foutre de la gueule de Gilliman? Eh bien, il suffit tout simplement de lire la trilogie Dark Imperium, qui est tout simplement un énorme Gilliman show. Et là, en fait, vous allez voir ce que ça veut dire finalement, son super pouvoir de l'organisation. À un moment, le mec, il se pointe sur une planète donc où sévit encore quelques renégats Astartes. Donc il y a du World Bearers et de l'Iron Warriors de mémoire. Le plan d'attaque, il est tellement furieux qu'en fait, les mecs, ils ont pas la moindre chance avec des attaques coordonnées d'Ultramarines et de Nova Marines. Les mecs se font littéralement astropoutrer. Donc déjà, niveau stratégie, Gilliman, c'est tout simplement... à mon avis, dans le trio de tête, hein, il y a beaucoup de stratèges hors pair dans les Primarques, même des outsiders, un peu comme Corvus Corax, sont des stratèges de génie. Mais Gilliman, il est honnêtement, je pense, tout en haut de l'échelle en termes d'organisation et de stratégie militaire. À chaque fois qu'il met un plan, le plan, il est assez ouf, quoi. En fait, même durant la Grande Croisade, même durant tout l'arc de la Résidorus, les échecs ont été toujours très, très peu nombreux. Donc, dans Dark Imperium, le mec, il se pointe, la planète, ok, d'office, elle est capturée par l'Imperium, et là, en fait, en 24 heures, grâce à sa logistique absolument mais monstrueuse, en 24 heures, il y a un monde impérial à part entière sur la planète, avec un boulevard de malade mental. Le soir même, il y a un défilé de titans, il y a des tribunes mais monstrueuses, il y a des bâtiments de plusieurs centaines de mètres. Le gars, en fait... avec sa flotte de la croisade Indomitus, il a à sa disposition une puissance matérielle, mais comme en fait on n'en a pas idée, quoi. Donc ça, c'est le vrai pouvoir de Gilliman. C'est la guerre, mais la guerre dans toute sa logistique, dans toute son ampleur, mais démesurée, les chemins d'approvisionnement, les voies de ravitaillement, le bâtiment militaire, les bases construites partout où il passe. Il a en fait une puissance de feu et une puissance logistique absolument démentielle, ce qui en fait, eh bien, quelqu'un qui peut paraître quelque part un peu chiant, un peu austère, un peu froid, mais en fait de résolument attachant. En tout cas, là, je parle pour ma part. Dans Dark Imperium, il est attachant à tous les niveaux, le petit bouboute, quoi. Parce que le mec, si vous voulez, il se pointe après 10 000 ans de sommeil et il fait face à un Imperium mais absolument monstrueux qui va en fait à l'encontre de tous les rêves qu'a pu formuler son désormais défunt père. Et lui, en fait, il est complètement mais gangréné par ça, quoi. Il est obligé en fait de fricoter avec l'ecclésiarchie, avec l'Inquisition, alors qu'il en a absolument horreur, quoi. Ces gens, en fait, ne font absolument pas partie de l'humanité dont avait rêvé son père. C'est absolument évident, quoi. Il y a autre chose d'assez traumatique chez le personnage, en fait, c'est sa rencontre avec l'empereur. Donc, Gilliman est allé dans le trône d'or après sa résurrection et il a eu une véritable, en fait, entrevue avec l'empereur. Néanmoins, eh bien, il a vécu ce passage comme une espèce de rêve. Il ne sait pas exactement ce qui s'est dit, il ne sait pas exactement ce qui a été échangé. C'est un entretien qui a eu lieu sous la surveillance de Trajan Valoris, le premier capitaine de la garde Custodes, et en fait, on ne sait pas trop ce qui s'y est passé. On sait juste que ça a hautement perturbé Gilliman. Et donc, dans Dark Imperium, on vous parle un peu de ce conflit intérieur qu'a Gilliman par rapport à son père. Autour de lui, tout le monde dit que c'est un dieu. Il est vénéré comme tel. Il y a des prières qui lui sont adressées avant la guerre et tout. Et lui, en fait, il sait que non. Il sait que non. Donc en fait, on va traverser tout le récit avec cette idée-là en tête. Et Gilliman, en fait, se réfléchit beaucoup à ça. À un moment, il tombe même en fait sur un des ouvrages originaux de son frère Lorgar, qui lui, à l'époque, en fait, avait créé quelque part la véritable foi impériale. Et il se rend compte que quelque part que cet ouvrage hérétique, eh bien finalement, l'Imperium d'aujourd'hui lui répond intégralement dans les moindres détails. Donc c'est vraiment très dur, quoi. Ce trou de
de 10 000 ans qu'il a eu à voir un univers mais complètement transformé et pris dans une guerre qui n'a jamais été aussi mais massive et intense. Le pauvre petit Gilliman, honnêtement, il a la vie assez dure, quoi. Donc moi, je suis résolument attaché à Gilliman et néanmoins, ça demeure un guerrier de furieux. Hein. Le mec, voilà, il porte l'épée de l'empereur. Il a une armure créée par Belisarius Cawl qui est une véritable merveille technologique. On parle vraiment d'une des plus grandes armures de tout l'univers. En bref, il claque quand même, hein. Il claque vraiment, quoi. Il est vraiment très bien, quoi. Et donc, pour les petits moqueurs, honnêtement, lisez Dark Imperium et venez me dire après que Gilliman est un bouffon et qu'il devrait travailler à l'hôtel des impôts. Bon, je suis le premier à m'en moquer aussi, hein. Vous l'aurez remarqué. Mais cependant, je l'aime d'amour quand même, ce petit Gilliman. Bon, parlons un petit peu de la figue. La figue, honnêtement, elle ne déçoit pas le moins du monde. La pose est complètement héroïque, mais on reste quand même dans une pose assez sage. S'il y a quelque chose à critiquer, c'est honnêtement, de mon point de vue, la tête nue. Et c'est bien dommage parce que les Primarques, généralement, pour qu'ils aient le maximum de personnalité, clairement, tu as envie de leur mettre la tête nue. Pour Gilliman, honnêtement, c'est très discutable parce que je la trouve vraiment ratée, cette tête-là. Donc après, libre à vous d'en trouver une en print 3D, etc. En tout cas, on parle quand même d'une très très belle figue. C'est la première figue de Primark qui soit sortie, enfin du coup à 40K. Et du coup, on peut aussi évaluer le gain qu'il y a eu par rapport aux sorties Forge World. Donc dédié à l'Hérésidorus, putain, rien à voir, que le mec fait littéralement le double de taille. La figue Forge World pour Osiris était un peu timide. Là, pour le coup, on avait le vrai côté chiant, froid et austère, je trouve, dans cette figue. Là, ici, on est quand même beaucoup plus chatoyant. Naturellement, on a la toute nouvelle armure et tout. Bon, c'est une superbe figue, on va pas se mentir. D'ailleurs, je l'ai, je vous en ai parlé récemment, mais celle-là, je vais la peindre en NMM. Donc j'ai hâte. Faut que je me trouve un moment pour faire ça. Mais le Gilliman, croyez-moi que je ne vais pas le louper. Donc du côté du lore, dans cette émission, naturellement, je ne vais faire que survoler un petit peu, mais il y a énormément à dire sur chacun de ces Primarques. À vrai dire, on pourrait faire 2 heures d'émission pour chacun d'entre eux. Gilliman, actuellement, ce qui est intéressant, en fait, c'est les liens qu'il entretient avec du coup, en fait, l'état-major chapitral des Ultramarines, que ce soit avec Tigurius, avec surtout Calgar, Calgar qui naturellement est un peu le laissé pour compte dans cette histoire. Mais en tout cas, j'ai hâte d'avoir une suite de tout ça. La croisade Indomitus, comment elle évolue, après la guerre de la peste, où en est l'effectif Ultramarines. Je sais pas trop quand ces questions trouveront des réponses. On parle de plus en plus d'une fin de V10 où il y aura du Space Marine sous la forme d'une campagne, enfin d'un bouquin de campagne ou alors carrément d'un codex version 2. Est-ce qu'on en saura plus sur le lore ? Rien n'est moins sûr. Venons-en maintenant au jeu. Du côté de Roboot. Donc Roboot inaugure en fait la longue série de 2 personnes des Primarques de l'Imperium, et donc on est plus ou moins sur le même châssis. Déjà on a du big socle, c'est du 60 mm, et côté châssis en lui-même, on est toujours sur 10 points de vie, endurance 9, naturellement save à 2, invue à 4. Donc 10 points de vie, endurance 9, vous voyez, ça rejoint ce que je disais en début d'émission, c'est que ce truc-là, 2 petits coups d'armes lourdes, ça peut suffire en fait à le dégommer. Naturellement, on a l'invue, mais l'invue, ok, ouais, ça peut se relancer, mais vous voyez qu'on est quand même sur des profils assez fragiles. Néanmoins, la vie est bien faite parce que ces Primarques du côté impérial vont toujours avoir le mot-clé l'aune opérative dès lors qu'elles seront à proximité d'une troupe alliée, donc d'une troupe d'infanterie alliée. Vous pouvez pas progresser en étant couvert par des véhicules, tout ça. Donc il faut toujours les jouer entourés, ces petits mecs, du moins si vous voulez les garder plus de un tour en vie. Du côté des règles spéciales, Gilliman est tout simplement un super totem. À vrai dire, c'est peut-être le meilleur totem du jeu. On est quand même à 320 points la figurine. Il me semble qu'en compétitif, le mec est beaucoup joué. Bon, on va comprendre pourquoi. Parce que au début de votre phase de commandement, vous allez sélectionner une habilité nommée Auteur du Codex Astartes.
On a l'habitude de ce genre de règles spéciales, sauf que Guilliman, lui, il va pas en choisir qu'une, il va en choisir deux. Donc parmi ces petites habilités auteurs du codex, on a Primarque de la 13e, c'est une aura. Tout ce qui va être à 6 pouces de vous va ajouter 1 à son objectif contrôle et vous allez pouvoir reroll tous les tests de d'ébranlement et de commandement. Donc énorme boost en fait d'occupation de map. Imaginez, vous êtes entouré d'intercesseurs, les mecs ils passent à OC3 chacun, donc c'est absolument énorme. Cependant, les deux autres en fait, elles sont tellement bien que j'ai l'impression que cette règle-là, Primarque de la 13e, est sans doute celle qu'on utilisera le moins souvent, parce que après on a Master of Battle, idem au début de votre phrase de commandement, vous sélectionnez naturellement votre serment de l'instant. Eh bien, avec Guilliman, vous allez pouvoir en choisir un second. Cependant, ce second serment de l'instant ne sera opérationnel que lorsque le premier sera honoré. C'est-à-dire qu'il faut détruire la première cible du serment avant de passer à la seconde. Donc ça, en fait, quand tu joues Ultramarine avec Guilliman, ça veut dire que tu vas reroll tes hits, mais tout le temps. Donc si tu ajoutes à ça les mecs avec des armes jumelées, si tu ajoutes à ça naturellement le plus humbless qui fait maintenant partie intégrante du serment de l'instant, là on part sur un bonus d'attrition mais complètement monstrueux quoi. C'est full reroll hit plus un bless, et dès lors que vous allez jouer genre des armes jumelées, ça va également être reroll bless. Donc là, ça fait partie à mon sens d'un des gros défauts de 40K où il y a beaucoup trop de reroll. Mais là, en tout cas, ce Master of Battle, je crois qu'on va le prendre à chaque tour parce que c'est beaucoup trop puissant, quoi. Cependant, il faut quand même faire gaffe, quoi. Si t'arrives pas à buter la première cible de ton serment de l'instant, le deuxième, tu te le mets au cul. Et troisième règle spéciale, c'est le suprême stratégiste, une fois par round de bataille. Donc vous allez pouvoir utiliser ça et c'est tout simplement une réduction de coût de PC de stratagème sur une unité à 12 pouces de vous. Donc là encore, imaginons, si on joue Guilliman et pas trop loin un capitaine par exemple, eh bien 2 fois par battle round vous aurez accès à des stratagèmes à prix réduit. Donc on va passer de 1 PC à 0 ou de 2 PC à 1, plus les PC que vous allez gagner durant la partie. Autrement dit, quand tu joues ultra avec Guilliman et un capitaine, ça va être la foire au stratagème, quoi. Ça m'étonnerait pas que dans des listes optimisées, les mecs mettent en plus 2, voire 3 capitaines. Pourquoi pas également Marneus Calgar qui, lui, te donne des PC au début de la phase de commandement. Enfin bref, on se retrouve avec une réserve de PC absolument inépuisable. Donc vous voyez, parmi les 3 habilités, ces deux-là, donc le super serment de l'instant ou le suprême stratégiste, honnêtement, ça tue, quoi. C'est vraiment extrêmement fort. Et honnêtement, les 320 points de Robout Guilliman, je pense qu'il les vaut, mais largement. Parlons un peu du petit profil d'armes. Donc Robout, il a deux armes, donc la main du Dominion dans un bras et l'épée de l'Empereur dans l'autre. La main de Dominion, c'est tout simplement un énorme gantelet énergétique sur lequel est monté un genre de bolter lourd. Donc ce bolter lourd, c'est sans surprise, est porté de 30, donc tout touche à 2 naturellement, force 6, PA-2, dégâts 2, donc un bolter lourd quand même énervé, qui est en plus le rapid fire 2, c'est-à-dire qu'à 15 pouces, vous envoyez quand même 4 bastos plutôt couillus. Et du côté Tatane, cette main du Dominion, donc elle a d'office le lethal hit, et ça va être 7 attaques qui touchent à 2, force 14, PA-4, dégâts 4. Donc vous voyez, là ça fait de Guilliman une vraie putain de brute. Il est vraiment impressionnant, quoi. 7 tatanes de force 14, on va le voir, mais en fait, même du côté chaotique, où les mecs sont plus taillés pour l'agression pure et dure, honnêtement, je trouve qu'ils ont du mal à battre ce profil-là, quoi. Et si on veut choisir l'épée de l'empereur, en fait la variante épée de l'empereur, c'est tout simplement l'anti-horde, mais alors un anti-horde vraiment énervé. On parle de 14 attaques, force 8, PA-3, dégâts 2, et en plus de ça le mec il a le Devastating Wounds, donc encore un gros profil d'attrition. Donc finalement Guilliman,
Il est taillé pour la guerre, hein. Il a de quoi se faire de la horde, il a de quoi se faire des cibles énormes avec la main du Dominion. C'est un des meilleurs totems du jeu. Ne lui manque finalement que la résistance. 10 points de vie en du 9 à 40k, ça peut vite voler. Donc il est absolument nécessaire de le jouer en fait bien entouré. C'est-à-dire potentiellement des unités d'élite qui vont pouvoir faire des interventions héroïques par exemple, de l'infanterie peut-être un peu résistante pour profiter du lone opérative. Enfin bref, en plus c'est un totem, donc c'est-à-dire que les unités à qui vous allez donner des bonus, il faut qu'elles soient pas trop loin. Donc là on a une vraie manœuvre à faire côté placement quand on joue Guilliman. Il faut le placer de la meilleure manière possible pour qu'il soit à la fois bien protégé, bien écranté et pour d'autre part qu'il puisse donner tous ses bonus, toutes ses auras, ses réductions de coups en points, de stratagèmes, etc. Donc, à mon sens, le mec, c'est pas évident à jouer. Une fois qu'on est au corps à corps, quoi qu'il y ait devant nous, on va pouvoir le maraver. Là, clairement, le mec, tu le lâches dans une escouade de 10 légionnaires du chaos, il se les fait tous, ça me paraît évident. Mais on n'est pas sur de l'auto-win. Guilliman, c'est pas du tout de l'auto-win. Néanmoins, en tout cas, une datasheet véritablement, à mon sens, très intéressante. Je trouve vraiment très très bien écrite aussi. Très bourrine, vraiment. Là. De toute façon, aujourd'hui, on est dans Brutal Hammer, donc tout est bourrin naturellement. On est là pour ça. Passons maintenant au frangin de la première compagnie, c'est-à-dire Lionel Jospin ou Johnson. Donc Lionel Johnson, le lion. Le lion qui a fait son grand retour en V9, idem avec les arches fatidiques. Donc là, côté lore, en fait, on n'a pas beaucoup de trucs à se mettre sous la dent, tout simplement parce que c'est trop récent. Si vous voulez remettre de l'ordre dans tout ça, il faut commencer par le roman de Mike Brooks. Et ensuite, après ce roman, il faut partir sur les arches fatidiques. Et à cette heure, c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent du côté du lore avec le lion. Le roman de Mike Brooks, alors, il vaut ce qu'il vaut. Là, c'est clair qu'on est un peu dans la littérature de gare, ça manque cruellement de style. Bref, j'ai parcouru la chose, pas avec désintérêt, mais ça m'a pas passionné outre mesure, quoi. D'autant que on se rend bien vite compte que ce retour du lion, il se fait dans le mystère le plus complet. Et durant finalement donc ce qui est quelque part le scénario classique du retour d'un Primarque, c'est-à-dire que le mec il est sur une planète proche de la cicatrice Maledictum, ce monde il va le récupérer à lui tout seul, naturellement, puis évidemment renouer contact avec la flotte impériale. Et à la fin de ce roman, il se retrouve nez à nez avec Dante, le maître de chapitre des Blood Angels, qui va le conduire pour retrouver sa légion, enfin son ex-légion. Et son ex-légion sera pile poil aux prises avec Vashtor. Donc dans le feu de l'action, il va se passer pas mal de trucs. Concernant ce roman de Mike Brooks, on se rend compte de quelque part de la réalité presque fantomatique du lion. C'est-à-dire que le lion, il ne sait pas lui-même comment il est revenu. Il se réveille tout simplement dans une forêt, il a beaucoup vieilli et il va se rendre compte, en fait, au fur et à mesure de ses pérégrinations, qu'il va être capable de passer d'un endroit à un autre, sans trop savoir pourquoi. En tout cas, à chaque fois qu'il va se propulser vers un autre lieu, parfois c'est carrément sur une autre planète, quoi, c'est tout simplement le destin qui va lui faire face. Donc il se demande, est-ce que ce truc-là, finalement, serait pas un peu piloté par mon père ? Parce que si tu veux, c'est trop. À chaque fois, ça se passe trop bien, quoi. C'est à chaque fois qu'il se retrouve propulsé à un endroit, il retrouve quelque part un élément clé en fait de sa destinée. Donc il se pose beaucoup de questions à ce sujet. Quelque part, le lion semble être capable de s'évanouir dans le warp, puis de réapparaître ailleurs. Donc, est-ce une créature du warp ? Non, certainement pas. À vrai dire, il est même encore très humain dans sa manière de penser, sa manière de faire la guerre, de combattre aussi. Et, il est même un peu ahuri, quelque part, devant tout ça. Mais bon, voilà, c'est sa nouvelle nature. Maintenant, il est vieux, il est résolument assagi et il peut parfois s'évanouir dans le warp pour réapparaître ailleurs. Et donc, à la fin de ce roman de Mike Brooks,
Le lion est encore une fois propulsé dans un espace où il sait pas trop. Il y a quelque part une image de l'empereur. Il parle à quelqu'un, je pense que c'est l'empereur, tu vois, qui lui parle à travers lui. Il affronte ses frères dans une espèce de rêve éveillé. Suite à quoi, eh bien, il obtient le bouclier, le fameux bouclier de l'empereur. Donc quelque part, je pense que c'est l'empereur qui est à la manœuvre de cette nouvelle faculté du lion à pouvoir se déplacer un peu, à vivre entre le warp et la réalité, à croiser ses vieux frères défunts dans le warp et les affronter. Enfin, à mon avis, c'est l'empereur qui tire les ficelles de tout ça, tout comme l'empereur eh bien tirait les ficelles des affrontements de Roboute Guilliman dans Dark Imperium. Quoi. Si Guilliman triomphe de Mortarion à la fin, c'est parce que l'empereur intervient himself. Quoi. Il prend le contrôle du corps de son fils et fout une branlée au pesteux. Mais du coup, en fait, c'est ça qui est intéressant dans les Primarques impériaux. On va le voir, les autres, c'est plus des bêtes sauvages, quoi. Mais ici, l'appui, en fait, massif de ces deux frères, là, c'est tout simplement l'empereur lui-même. L'empereur semble avoir la main mise sur le destin de ces deux hommes et ça se voit sur les champs de bataille, quoi. En termes de règles, oui, merde, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler, mais en termes de règles, Guilliman pouvait également ressusciter la première fois qu'il est tué. Sur un 3+, il revient. Donc là, idem, ça incarne un peu ça. Ça incarne un peu le fait que l'empereur soit un peu la dose de miracle nécessaire à la survie de ces créatures plus fragiles que les co-belligérants de l'étoile à 8 branches, quoi. Donc heureusement que l'empereur est là. En tout cas, le lion, moi, le lion, j'aime beaucoup comment a évolué son personnage. Parce que clairement, dans l'Horus Heresy, le lion, mais c'était une tempête, le mec. Il était complètement, mais irraisonnable. Il est super énervé, il prend tout mal. C'est un peu une drama queen, hein, le lion. Il prend tout mal. À chaque fois, c'est conflictuel. Il était pénible. Et en plus, comment ce caractère un peu trop rentre dedans va lui coûter très cher. Parce que quand il fait son retour sur Caliban, le mec, il réfléchit pas. Il réfléchit pas du tout. Il se pose pas la question, en fait, ok, qui était réellement à la manœuvre sur Caliban? Donc, il savait que c'était Luther, évidemment. Mais, en gros, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que tous mes fils sur Caliban ont le regard tourné vers le chaos actuellement? Bah, à vrai dire, le mec, il s'est même pas posé la question. Caliban, il a complètement bourriné sa propre planète et tué des centaines de ses fils sans trop savoir pourquoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend dans le roman de Mike Brooks. Hein. C'est que rétrospectivement, le lion, il le confesse, quoi. Il se dit, putain, en fait, ouais, j'ai pas trop réfléchi. J'aurais pu juste me concentrer sur Luther, mais non, j'ai massacré mes fils et tout. Et quelque part, ça facilite sa transition vers une espèce de rédemption et ainsi que des excuses qu'il sera potentiellement capable de faire auprès des déchus. Dans ce roman des déchus, il va en croiser plusieurs et il va les rallier et il se rend compte que ces fils-là qui se sont échappés de Caliban, mais en vérité, ils lui ont toujours été fidèles. Donc, pour lui, en fait, il tombe de haut. C'est un peu un brisqueur. Il se dit, mais quel connard j'ai été. Et bah là, il renaît. 10 000 ans plus tard, il est vieux, il est résolument assagi. Il s'est posé, le lion. En vérité, il s'est posé. Donc, dans le roman, on insiste sur le fait que, en termes martial, il a perdu. Bah néanmoins, s'il a perdu, ça reste un bretteur absolument redoutable, quoi. Ça reste ouais, il est redoutable. Même si maintenant il est un peu en opposition totale avec un passé très très tempétueux. Vous mettez le lion face à n'importe quelle figurine du jeu, il va se le faire. Le mec, quand même, il a pas tant perdu que ça, à mon sens. Donc, prenons un peu le profil. Donc, côté châssis, je ne vais pas me répéter, on est comme chez Guilliman, hein, sauf que cette fois, la sauvegarde invulnérable, elle va passer de 4 à 3. Et à vrai dire, je ne pense pas me gourer, mais le lion est la seule figurine du jeu entier à disposer d'une sauvegarde invulnérable à 3. C'est très précieux, hein. Là, vraiment, c'est un facteur déterminant dès lors qu'on veut un peu préserver son Primarque. Donc, on garde naturellement la capacité l'aune opérative dès lors que ce mec est entouré. Et du côté de l'équipement, le bouclier de l'empereur va tout simplement pouvoir vous accorder un -1 bless si vous vous faites toucher par une force supérieure à votre endurance.
Donc on parle ici de forces qui doivent être supérieures à 9. Donc ça c'est quand même cool, ça vous protège pas mal des armes les plus lourdes. À un corps à corps avec un Primarque démon, honnêtement le lion peut largement s'en sortir. Et pour finir, on a en fait le même genre de règles que Guilliman, c'est-à-dire qu'on va choisir parmi 3 habiletés lors de notre phase de commandement, mais sauf que le lion, lui, il n'en a le droit qu'à une seule. Donc on trouve, encore une fois, quelques règles spéciales. Donc la première, elle est très sympa, elle illustre justement le fait que le lion, comme je vous l'ai dit, il pouvait s'évanouir. Il pouvait passer d'un endroit à un autre. Et ici, c'est intéressant parce que ça se passe à la phase de commandement. Si le lion n'est pas engagé au corps à corps, vous pouvez tout simplement l'enlever à votre phase de commandement, puis le placer en réserve, et ça veut dire que à la phase de mouvement juste après, eh bien vous pouvez le faire revenir à l'endroit que vous voulez. Donc énorme capacité en fait de déploiement. Le mec va littéralement où il veut sur la map. Donc il est en réserve stratégique, donc à votre phase de commandement, donc vous pouvez choisir également de ne pas le faire intervenir ce tour-ci et de le garder pour le tour ennemi et faire un rapid ingress par exemple. Donc en fait là, ça induit mais plein de stratégies différentes. Donc ce mot-clé frappe en profondeur, en fait il l'a d'office, hein, le lion, Guilliman ne l'avait pas. Donc on est sur un Primarque extrêmement mobile, mais bon, dès lors qu'on choisisse cette habilité-là, mais à mon sens elle est très très intéressante. Autre habilité, c'est tout simplement un gros totem d'attrition martial exemplaire. C'est une aura à 6 pouces qui va reroll les hits et les blesses de 1. Donc ça, c'est pas forcément exceptionnel, hein, parce que ça peut faire doublon avec le serment de l'instant. Une reroll des blesses de 1, bon, c'est pas ouf non plus. On a accès à un +1 blesse avec le serment, c'est largement suffisant. Donc là, moi, je suis assez mitigé. Ça peut valoir le coup lors d'une charge décisive où vous êtes entouré par tous vos Terminators, etc. Là, ça peut être cool, mais globalement, voilà, c'est pas ouf. En tout cas, à titre personnel, le lion, vu qu'il touche à 2, ça va pouvoir lui permettre de reroll ses propres 1. Donc pourquoi pas. Et dernière règle, c'est no hiding from the watchers. C'est également une aura. Dès lors que vous êtes à 6 pouces de lion, vous gagnez un Philopine à 4 contre les blessures mortelles. Donc ça, pourquoi pas. Honnêtement, je pense que c'est situationnel. Des blessures mortelles, en fait, il n'y en a pas tant que ça, sauf si on affronte par exemple les Thousand Sons. Mais ouais, bon. En termes de totem, le lion est clairement moins bon que Guilliman. Cependant, sa faculté à pouvoir s'évanouir partout et réapparaître partout sur le champ de bataille, moi, à mon sens, c'est la plus intéressante. Le mec, on va le jouer partout, véritablement partout. Donc dans ta phase de move, si tu veux tenter une charge à 9, néanmoins je conseille pas, ou carrément un rapid ingress quoi. C'est-à-dire que le lion, vous lui faites commencer la bataille en réserve, boum, un rapid ingress durant le tour ennemi, et ensuite une fois que c'est fait, il va pouvoir se balader partout quoi, et se balader partout et faire mal parce que le mec a clairement un profil de gros duelliste. Il a un petit flingue quand même qui s'appelle Arma Luminis, qui est une arme combinée Bolt Plasma qui fait quand même assez mal, hein. Côté Bolt, on est sur 4 bolts de force 4 dégâts 2 ou 2 touches de Plasma force 8 PA-3 dégâts 2 aussi. Donc une petite arme de tir quand même sympa. C'est un pistolet, hein, donc il pourra s'en servir une fois en mêlée. Et clairement, en mêlée, c'est là qu'on va vouloir l'emmener parce que le mec, il tape, mais extrêmement dur. Donc sa petite épée qui s'appelle Filthy. Ouais, putain. Ah merde. Ah oui, là, je suis en train de lire l'anglais. Merde, je me rappelle plus de la traduction en français. Féal ? Ah putain, je sais comment. Ah, je sais plus du tout comment ils l'ont appelé cette épée, c'est dans le roman, je me souviens plus, excusez-moi. Donc là, on a le choix entre un bon vieux strike ou sweep, hein, ça vous connaissez ça par cœur. Donc 2 types d'attaques en mêlée. En strike, on va faire 8 attaques qui touchent à 2, force 12, PA-4, dégâts 4. Donc on est un peu sur le même profil que Reboot Guilliman, avec un peu moins de force, mais une attaque en plus. Et côté, donc là, on a le Lethal Hit en plus, hein, parce que fuck you. Et du côté du swipe, alors là, c'est le carnage. Hein. 16 attaques de force 6, PA-3, dégâts 2, avec le Sustain Hit. 16 attaques
Non mais vous imaginez le truc, enfin, il peut se défaire en fait d'une grosse horde quoi. Et si vous lui collez même 10 Terminators sur le cul, ça va pas trop lui faire peur. Hein. Donc le lion, grosse brutasse au corps à corps, à peine plus que Gilliman en vérité. Le coup en points on est pareil, on est sur 315 points. Moi globalement là, si on doit comparer les deux, je trouve Gilliman quand même bien supérieur. Par contre, le lion qui peut aller partout sur la map, ça c'est terrible hein, pour votre adversaire. Avoir un Primarque qui peut déjà avoir un Primarque qui bouge vite d'office, c'est stressant, mais là le lion il peut littéralement aller où il veut et faire ce qu'il veut. Donc bref, une belle petite paire quand même de figurines et de personnages pour ces deux Primarques de l'Imperium. Je trouve vraiment que c'est bien écrit, c'est bien costé. On a envie de les jouer. Non, c'est vraiment très sympa, quoi. Là, c'est très sympa. Pour des grosses batailles à 3-4 000, faut vraiment pas avoir de scrupules à aligner ces figues-là. Hein. Vraiment, vraiment cool, quoi. Oui, et puis j'ai même pas parlé de la figue comme une andouille. Bah, la figue de Lyon, putain, elle est iconique, mais elle est complètement iconique. Quoi. J'aime beaucoup, en fait, ce caractère assagi dont je vous parlais. Je le retrouve un peu, en fait, dans la figue. On a juste une démarche, en fait, un brin nonchalante, mais c'est juste une démarche d'un bretteur qui s'avance vers toi, quoi. On est vraiment dans le plus simple appareil du côté de la pose et du côté de la figue. Bah là, c'est de toute beauté. Hein. Là, ça touche à tout. On est complètement dans le médiéval, dans l'arthurien, dans la noblesse du combat. Quoi. On est vraiment sur une figurine de bretteur, de duelliste. Il est vraiment à tomber par terre, le lion. Le bouclier, il est magnifique. La cape, là, à l'arrière, elle déboîte. Alors ça, à peindre, c'est un gros morceau, quoi, mais bon, le lion, on va pas se mentir, tout est super. Et cette fois, le visage, je le trouve très réussi et clairement, on a plutôt envie de le jouer avec un vrai visage, un visage découvert pour qu'on voit un peu son âge avancé. C'est ça qui est assez intéressant finalement. Allez, il est temps de passer au grand méchant loup et on va donc s'attaquer aux 4 Primarques chaotiques. Donc là, d'office, putain, c'est un match assez déséquilibré, hein, les gars. Il y a un déséquilibre en termes d'offres commerciales hein, et dans le lore également. Donc là, naturellement, les 4 légions tutélaires du chaos sont maintenant au grand complet. Hein, tout le monde est revenu. Et le premier dont on va parler, allez, ce sera Angron. Ce bon vieil Angron. Angron le ronchonchon. Donc parlons un petit peu du lore d'Angron. À vrai dire, les 90% de ce lore, en fait, se passent avant tout simplement sa transformation en buveur de sang parce que depuis lors, Angron n'est plus qu'une bête sauvage, quoi. Là, on est sur quelque chose qui, moi, en fait, me peine un petit peu. Du moins, en fait, c'est en partie pour ça que c'est pas des choses que je joue. C'est que les Primarques chaoteux qui sont entièrement tournés vers leur déité, en fait, ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils avaient été avant, quoi. Et là, si on parle d'Angron, moi, honnêtement, c'est un personnage que j'adore dans son arc, en fait, pré-croisade. Il y a un arc tout simplement, mais passionnant du Angron gladiateur. Si vous voulez avoir un excellent aperçu de la chose, donc naturellement, il y a les lectures, hein. Si vous voulez lire sur les sables rouges, c'est pas l'offre qui manque, mais je peux vous renvoyer vers la chaîne YouTube de Warrior Tier. Donc Warrior Tier, c'est un excellent conteur en anglais. Cependant, vous pouvez mettre les sous-titres, hein, mais il a fait une espèce d'énormes vidéos sur le Angron gladiateur, mais qui est mis sous la forme d'une espèce de jeu vidéo old school. C'est complètement roleplay, ça rappellera des souvenirs aux gars qui jouaient sur Amiga par exemple. C'est absolument fabuleux. Vous saurez tout en fait des sables rouges, hein, donc de cette époque où Angron était gladiateur, mais sous une forme hyper ludique. C'est trop bien narré, c'est trop bien enregistré. C'est vraiment un kiff intégral. Donc je vous recommande vivement de vous jeter là-dessus. Et donc, moi, le Angron gladiateur, un coup je dis Angron, un coup je dis Angron. Restons chez Angron, plus rigolo. J'aime beaucoup chez Angron, moi, c'est son affinité particulière pour soigner ses potes. C'est-à-dire que lui, évidemment, il survivait à tout, mais par contre, dans ses gladiateurs qui allaient devenir sa famille, il y avait de nombreux blessés et c'était lui, en fait, qui s'en occupait. Donc, il y a quelques théories à ce sujet. Si on ajoute à ça l'armure des World Eaters qui était blanche à l'époque, on aurait pu penser
que s'il avait bien tourné, cette légion-là serait devenue quelque part la légion un peu spécialiste de l'apothécarion. Ça aurait été tellement bien, Angron. Putain, mais pourquoi t'as fait ça? Tu fais chier. Moi, j'aurais bien aimé avoir une belle légion toute blanche avec plein d'apothicaires, c'est-à-dire hyper féroces au combat, mais par contre qui prennent soin de leurs potes, tu vois. Ah, ça aurait été cool, hein. Mais non, Angron a définitivement très très mal tourné, donc je vais pas revenir sur tout le cheminement d'Angron. En vérité, là, j'ai dit que c'était game over avec l'affiliation à Korn, mais en vérité, c'était même game over dès les crocs du boucher. Les crocs du boucher ont fait d'Angron une bête furieuse. Bon, néanmoins, il a appris un petit peu à canaliser ça. Ça se voit hein, via certains frères. Angron, par exemple, fréquentait quand même pas trop mal Sanguinus. Il s'invitait en fait de vaisseau en vaisseau pour livrer des batailles dans des arènes. C'était des défis hein, qui opposaient leurs plus grands lieutenants, leurs plus grands guerriers. Donc, on voit en fait dans ces échanges que Angron quand même reste quelqu'un qui peut potentiellement être raisonnable, respectueux et tout. Mais les crocs du boucher, clairement, dès le début, ça le ronge de l'intérieur. Et en fait, la Korn était la suite toute trouvée. Donc, si avec les crocs du boucher, en gros, on pouvait encore avoir une personnalité très intéressante, désormais, il n'est plus qu'un énorme buveur de sang, de motherfucker. C'est juste une bête sauvage totale, en vrai, quoi. Et donc, ce qu'il a gagné avec cette transformation-là, qui a été complètement organisée par Lorgar, hein, sur... merde, je me rappelle plus le nom de la planète où il affrontait les Ultramarines. Ah putain, et l'Horus Heresy c'est dur hein, quand même. Bref, je me rappelle plus la planète. C'est Rubia Non, Erubia, non. Erubia c'est notre planète. Merde. Oh putain, je me souviens plus, fait chier. Bon, tant pis, j'assume, je vais pas aller regarder sur Google, fuck it. Donc, dès lors qu'il se transforme en buveur de sang, en gros, il gagne un truc, c'est clairement la vie éternelle, quoi. Mais là, sauf que ça se fait parfois dans l'instant. La première fois que Angron apparaît sous la forme d'un énorme buveur de sang, par exemple sur Terra, donc là, les gars, déjà, ils voient ça, ils sont absolument médusés. Ça se passe devant le spatioport de la Porte de Lyon. Eh bien, le haut commandement lui tire, un missile, un énorme missile sur la gueule, donc blam, grosse explosion, il n'y a plus rien. Eh bien, sous les yeux ébahis en fait de la défense, Angron se reconstitue presque immédiatement. Et là, il te lâche un putain de hurlement de ouf. Et la suite, vous vous en doutez, c'est que tout le monde a la crotte au cul. Le mec peut pas mourir, il fonce droit sur nous et se passe ce qu'il doit se passer. Donc dans l'identité d'Angron, il y a des trucs super intéressants, mais malheureusement, cette identité, elle est complètement perdue depuis. Il y a vraiment un rapport qui est complètement fusionnel avec sa déité tutélaire Korn. En vérité, il est Korn. Il est un pur avatar de Korn. Il y a rien d'autre à dire, quoi. C'est vraiment donc ça fait de lui clairement un prisonnier, hein, le pauvre Angron. Mais bon, je pense pas que le mec ne puisse ressentir ni de mélancolie ni de regret. Il est Korn, il se bat uniquement pour le carnage et donc on en reste là, quoi. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui me plaît moyennement. En tout cas, si je jouais World Eaters, j'aurais bien aimé avoir plus de personnalité quand même. À vrai dire, cette personnalité, on la retrouve plus du côté de Karn, quelque part, qui depuis le tout début est le manager d'Angron, hein. En fait, c'est comme si t'étais l'agent de Lady Gaga, quoi, si tu veux. La meuf, elle fait que des conneries et toi, t'essaies de recoller les morceaux, quoi. Lui, un peu, c'est ça son taf pendant plus de 10 000 ans. C'est que il essaie de le raisonner. Donc après, et naturellement, il a pris la décision d'installer à toute la Légion les crocs du boucher pour être au plus proche de leur père. Ça, pour une idée de merde, c'était une idée de merde, mais néanmoins, Karn, lui, il reste lucide. Et quelque part, il est le facteur lucidité de toute l'armée World Eaters, hein, parce que là, on est vraiment sur une bande de sauvages qui foncent. Karn, dans tout ce carnage, il représente quelque part la dernière petite lueur de raison qui règne ici-bas. Donc, je ne suis pas fondamentalement au courant des rapports qu'il entretient avec Angron, en fait, depuis son retour. D'ailleurs, ce retour, moi, honnêtement, je n'ai pas vraiment suivi l'histoire, hein. Là, on fait partie des retours de Primark qui, en termes de lore, c'est un peu en mode je suis là, quoi. Je suis là.
J'ai pas vu venir le truc. Il a popé comme ça de nulle part. En plus, je me souviens, la figurine avait leaké, c'est-à-dire qu'ils avaient dû le sortir prématurément, donc sans contexte, sans lore. C'était tout simplement fait pour coller avec la sortie de l'armée World Eaters. Mais honnêtement, je ne connais pas. Et je pense que ça n'a même pas été décrit. En vérité, je ne connais pas la véritable raison du retour d'Angron dans l'univers. On a des éléments de réponse dans Arche Fatidique, mais honnêtement, ça reste très mince. Ça reste vraiment très mince. Donc, si vous avez des idées de là-dessus, bah, n'hésitez pas à m'informer parce que moi, j'ai complètement loupé cet épisode. Bon, parlons un petit peu de la figue. La figue, bah, c'est juste un énorme buveur de sang, complètement bodybuildé. Il est plus épais que ses collègues, hein, quand on prend la figurine de buveur de sang un peu générique. Angron est beaucoup plus épais, beaucoup plus musculeux. Il a une pose assez ramassée, mais putain, diablement, en fait, bestiale, quoi. Là, clairement, la figurine, elle est en train de hurler. Donc, honnêtement, si c'est une réussite, je trouve quand même que c'est un peu relativement sans surprise, malheureusement. Mais à vrai dire, je suis pas capable de dire ce que j'aurais préféré. Moi, en l'état, je la trouve quand même super. Ça doit être un gros kiff à peindre, hein, avec sa grosse armure d'airain. Bon, on est sur une figurine du kiff, hein, tout simplement. Il est musculeux, il est en train de gueuler. Il est beau comme un camion, ce petit Angron. Du côté du jeu, bah là, ça va être plutôt simple, hein. Vous vous en doutez, la plupart des Primarques côté chaos, démoniaque, ça va être tout simplement des énormes missiles d'attrition à lâcher sur l'adversaire. Donc en gros, naturellement, est parmi les plus brutaux d'entre eux. On parle d'un gars, donc là, côté châssis, on va souvent être sur le même ordre de PV, endurance et tout. On est sur 16 points de vie, endurance 11 pour Angron. Donc l'endurance 11, c'est un palier de merde, hein, parce que ça permet à pas mal d'armes lourdes de force 12 de bien vous blesser. Du côté, bah allez, on va parler tout de suite des armes, hein, voir ce que le mec il envoie. On a naturellement en fait une paire d'armes, hein, une paire de grosses haches. Donc encore une fois, deux choix, deux profils différents, strike ou sweep. Du côté strike, donc la frappe lourde, on a 8 attaques, force 14, PA-3, dégâts D6 plus 2. Donc en fait là on se dit, ah ouais, mais en fait, c'est à peine mieux que Gilliman. Si vous voulez, Gilliman, il fait à peu près ça, mais avec du dégât 4. Bah là, on a un dégât D6 plus 2. Donc, il y a une certaine variance quand même. Bon, globalement, en gros, on va faire plus de dégâts, mais il peut très bien quand même se chier dessus, hein, contrairement à un Gilliman qui frappe moins fort, mais qui va être plus stable, tout simplement. Par contre, il ajoute à ça le Devastating Moons. Donc là, autrement dit, si vous faites par exemple 2-6 à la blesse, là, le mec d'en face, il a toutes les raisons de s'inquiéter. Vous lancez 2 dés, vous rajoutez 4, ça fait le nombre de blessures mortelles. Oh mon dieu, au secours, quoi. Et du côté du sweep, bah là, c'est 16 attaques, force 7, PA-2, dégâts 2, donc autrement dit quelque chose d'assez similaire au lion. Donc bref, une bonne grosse brutasse, quoi. Donc ensuite, je vous ai parlé de la résurrection d'Angron, hein, qui se fait parfois de manière assez simultanée. Bah ici, donc on va utiliser les fameux jets de bénédiction de Khorne. Donc c'est-à-dire que dès que Khorne meurt, donc vous faites votre petite règle spéciale de World Eaters là en début de tour, et donc bah, sur vos jets de dés, vous allez pouvoir utiliser, du moins si vous le faites, vous allez pouvoir utiliser un triple 6 pour faire respawn, ressusciter Angron. Donc ça, bah, c'est très très variable. Là, on parle d'une figurine à 385 points. J'ai déjà vu des parties où Angron ne revenait pas. Souvent il revient, on va pas se mentir, statistiquement il y a quand même de grosses chances qu'il revienne. Bah néanmoins, s'il revient pas, admettons, ok, tour 2 il se fait complètement sniper par des tirs de canon laser, il a pas encore frappé, en gros il meurt, il revient pas. Bah alors là c'est vraiment 385 points dans le vent, ça fait très mal, il est extrêmement difficile de remporter une victoire avec un handicap pareil en début de partie, quoi. Et ensuite, bah, on a, à l'image de tous les Primarques, le choix en début de phase de commandement de 3 petites règles spéciales. La première s'appelle The Blood God's Favor. À chaque fois que vous faites un jet de Blessings of Khorne, donc les bénédictions de Khorne, je sais pas comment ils ont traduit ça en français, si le Angron est sur la table, vous pouvez en reroller jusqu'à 6.
Donc ça c'est énorme, hein. Donc là ça se fait en début de round de bataille, en fait, le choix entre ces 3 règles spéciales. Si vous voulez vraiment sécuriser vos jets de dés pour avoir accès aux règles spéciales les plus intéressantes des World Eaters, bah là c'est clairement le truc à choisir, quoi. Donc là, tant qu'Angron ne tape pas, celle-là, elle est vraiment bien, quoi. Donc, deuxième règle spéciale, Overwhelming Wrath. Ça va vous permettre, en fait, de provoquer des jets d'escape désespérés autour de vous en aura. Très sympa. Moi, c'est un truc que je joue, par exemple, en Blood Angel. Honnêtement, stratégiquement, ça peut donner des trucs cool. Mais néanmoins, là, quand même, on est sur une règle spéciale un petit peu timide. Et la troisième règle qui s'appelle Driven by Ultimate Rage, là en fait c'est tout simplement une aura qui va complètement annuler tous les modificateurs de dés autour de vous à 6 pouces. Mais quand je dis tous les modificateurs, c'est tout, quoi. C'est-à-dire mouvement, charge, advance, tous les jets de hit, tous les jets de bless, etc. Vous ignorez absolument tout. Donc bah vous le voyez, en vrai, en Gronne, ces règles spéciales, moi je trouve qu'elles puent un petit peu. C'est pas ouf. À vrai dire, le mec a d'office un profil vraiment menaçant au corps à corps, mais à vrai dire, pas extrêmement plus que ses collègues de l'Imperium. Il tape plus fort, évidemment. Il suffit de regarder la figurine pour savoir qu'il tape plus fort. Mais d'un autre côté, les règles spéciales, je les trouve un peu timides. Bon, outre le fait qu'il puisse ressusciter, moi, honnêtement, si je devais jouer World Eater, je pense que je prendrais toujours la faveur du dieu du sang, quoi. C'est-à-dire cette règle spéciale qui vous permet de reroller jusqu'à 6 dés de votre casino de cornes. Mais ça permet quelque part une fiabilisation, mais extrême de tout, vraiment. Là c'est jackpot, hein, ce truc. Jackpot au casino de cornes, quoi. Moi honnêtement c'est celle que je prendrais. Donc bah en Gronne, un profil moi que j'estime pas très intéressant, mais là en vrai il se passe quelque chose qui va complètement à contrario des primarques impériaux. Les primarques impériaux en fait sont souvent des totems, c'est-à-dire qu'ils vont agrémenter le gameplay de votre armée. Et bien du côté du chaos, c'est un peu l'inverse. Ils vont tous avoir des profils assez basiques. Donc globalement, on va parler de gros tons qui tapent très dur. Par contre, suivant le détachement qu'on choisisse, ils vont avoir accès à tout un tas de trucs terribles. Des advance et charges, des plus un bless, pouvoir passer à travers les murs. En gros, leurs règles spéciales les plus intéressantes, elles vont venir des armées en elles-mêmes. Donc là, je vais pas faire le détail de toutes les synergies possibles qu'on peut rencontrer, par exemple avec Angron, mais en vérité, il y en a un paquet. C'est-à-dire que les boosts d'attrition de chaque détachement, vous allez souvent y avoir accès. Donc on parle également de bonus de mouvement, etc. De bonus parfois de défense. Il n'y en a pas beaucoup dans ces codex, mais il y en a quand même. Bref, en fait, faut pas s'arrêter trop à la datasheet seul, parce que cette datasheet va être largement enrichie par toutes les règles de détachement du codex World Eaters. Et ça va être le cas pour les 3 autres primarques dont on va parler. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de différent par rapport aux primarques impériaux. Passons au petit dernier, passons à Messire Fulgrim. Donc là, le tout dernier sorti, là, idem, en termes de lore, le mec revient d'absolument nulle part. Donc là, côté lore, on va être très similaire à ce qui est Angron. On va être sur un primarque qui est entièrement dévoué à sa déité. Et du coup, Fulgrim, en plus d'être complètement Slanesh approved, c'est-à-dire que le mec passe le plus clair de son temps à assouvir ses désirs, donc en vérité un peu comme Angron, sauf que Fulgrim, il ajoute une dimension mais parfaitement cruelle par rapport à sa légion. Ses fils, il en a absolument rien à branler. Il les méprise quasiment. En fait, il ne se bat avec eux que s'il peut y trouver du plaisir, mais jamais ce sera pour leur venir en aide ou quoi que ce soit. Donc Angron non plus, tu me diras. Par contre, Angron en fait a quand même cette, je vais pas dire la lucidité, mais cette conscience de se battre aux côtés de ses fils. Fulgrim, lui, il l'a pas. Pour lui, ce ne sont que des créatures insignifiantes, alors que ses fils, eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est au plus profond d'eux, c'est briller auprès de leur père, quoi, tu vois, auprès de leur père génétique. Donc là,
il y a vraiment un truc de pute, quoi. Ce mec est une pute, mais bon, voilà, c'est normal, hein, je crois que c'est tout à fait lore approved, hein, ce personnage de Fulgrim, il est quelque part Slanesh, hein, tout comme Angron et Korn, bah lui, il est complètement Slanesh, donc il garde un profil un peu plus humanoïde que la normale. Voilà, le mec, il s'est pas mis à devenir obèse, etc. Mais donc là, bah, on parle encore une fois d'une personnalité en net retrait, et c'est d'autant plus tragique quand on connaît finalement l'histoire des Emperor Children. Là, c'est un chapitre, enfin, c'est une légion à l'époque, mais tout à fait exceptionnel, quoi. Vraiment parmi les plus brillants. Fulgrim était un parangon de vertu, il était d'une beauté éclatante. Et n'était-ce pas là, finalement, le meilleur candidat du monde à être perverti par Slanesh? Donc là, on est sur une des histoires, je trouve, les plus tragiques de l'hérésie d'Horus, hein. Une fois que Fulgrim commet l'irréparable et tranche la tête de son frère Ferus Manus bien-aimé, là, c'est terminé, quoi. C'est terminé. Tout n'est plus que déviance, obsession, dégénérescence. Les Emperor Children, c'est une chute, mais putain, c'est pas la moitié d'une chute, quoi. Je vous renvoie pour un maximum de kiff autour de ça, autour de la vidéo d'Indomitus 40K sur les Emperor Children. T'as la larmichette, hein, à la fin. T'as la larme à l'œil, hein, je te jure, hein, putain, c'est tellement tragique cette histoire. Bon, bref, Indomitus 40K, il nous fait rêver, et sa vidéo sur les Emperor Children, mais elle est d'une beauté fatale, quoi. C'était réellement un chef-d'œuvre, il n'y a pas à dire, là-dessus. Par contre, si sa personnalité est en net retrait, je trouve que du côté physique et matérialité, c'est super intéressant. Donc ça nous amène à parler de la figue. Cette figue, putain, c'est vraiment la méga super agression, quoi. On est sur une créature, une fois de plus, hurlante. Je vous recommande de prendre le modèle hurlant. Il existe un modèle casqué, mais bon, quel dommage de perdre ce cri perçant, là. Le mec, tu le vois, mais te foncer dessus, quoi. Là, il n'y a pas d'autre mot. Il est une menace, mais exceptionnelle, quoi. Dans sa pose, là, les bras écartés. Moi, je la trouve magnifique, hein, vraiment. À peindre, ça doit être incroyable. Ouais, c'est un gros kiff, hein, honnêtement. Peindre Fulgrim, c'est un gros morceau, hein. Bah, pas plus que Mortarion, mais franchement, le mec, il en impose, quoi. Il en impose. Allez, venons-en un petit peu au jeu. Et au jeu, bah, en vrai dire, ce n'est pas bien différent d'Orgron. Là, tout ce qu'on va y trouver de plus, c'est tout simplement la vitesse. La vitesse, donc, qui est au cœur, hein, quelque part, du gameplay Emperor Children. Donc, cette fois, on est quand même sur un mouvement de 16, hein, le mec, il trace. Côté châssis, on change pas, c'est 16 PV, endurance 11, voilà, une petite invue à 4. Du côté, en fait, du profil d'attrition, ouais, je vais même pas trop en parler parce que c'est vraiment extrêmement similaire qu'Angron. Un petit peu moins de force, un petit peu moins d'attaque, mais vraiment, on est sur quelque chose de très similaire. Il a juste quelques petites attaques bonus, hein, venant de son espèce de queue de serpent qui sature un petit peu. Il a un petit jet de tir aussi. Bref, on est vraiment pareil qu'Angron. Donc comme lui, il a le Deep Strike naturellement. Par contre, on trouve des trucs assez sympas du côté des règles spéciales, donc des habiletés. Le poison démoniaque, hein, c'est que à chaque fois vous allez taper quelqu'un ou au tir comme au cac, quand quelqu'un s'est fait toucher, en fait, jusqu'à la fin de la bataille, il porte en lui le poison délivré par l'attaque. Donc, au début du tour de chaque joueur, vous allez lancer un dé pour chaque unité ennemie empoisonnée, et sur un 4+, bah, vous prenez des mortels. Donc, on se dit, est-ce que finalement on n'aurait pas vocation à jouer Fulgrim comme ça, c'est-à-dire que à taper un maximum de monde sur la table? À vrai dire, dans les détachements Emperor Children, c'est tout à fait possible parce que il y a énormément de trucs liés au mouvement. Vous allez pouvoir avoir accès très facilement à de l'advance et charge, à du battre en retraite et charge. Donc en fait, c'est tout à fait envisageable de jouer comme ça. Admettons, vous foncez dans un énorme pack de 10 Terminator, hop, vous en fauchez la moitié, et ben vous vous barrez pour aller castagner quelqu'un d'autre, et en fait ces Terminator, bah, toute la partie, ils vont subir des pertes, quoi. Donc ça peut être un élément de gameplay assez intéressant.
Et comme d'hab avec les primarques, on va sélectionner en phase de commandement parmi 3 habilités. Donc Fulgrim peut avoir accès à un petit -1 hit, ça c'est toujours utile parce que le mec il est bon, sans être over fragile, il est quand même très tuable. Deuxième habileté, c'est la vitesse démoniaque, et donc là ce modèle va avoir le fight first. Donc là, ça va nous permettre de jouer Fulgrim en fait comme un énorme levier de diplomatie. Oui, disons ça comme ça. C'est une arme en fait de dissuasion massive d'avoir un Fulgrim en fight first. Vous le foutez derrière une ruine. Là, donc ça vous garantit au tour d'après de pouvoir bondir par-dessus et de vous attaquer à qui vous voulez. Mais si l'ennemi veut vous en empêcher, il se dit ok, je vais essayer de l'en empêcher. Sauf que en fait, si je viens sur lui, il va me taper en premier et il tape quand même très très fort. Donc c'est chaud. Un fight first sur un Primarch, c'est vraiment extrêmement brutal quoi. Et une dernière petite règle spéciale qui est un peu un genre d'hypnose qui va pouvoir empêcher vos ennemis de battre en retraite en faisant un test de commandement. Si ce test est raté, ils ne peuvent pas s'enfuir. Ça, idem, c'est quelque chose que j'ai en Blood Angel, par exemple. Donc, encore une fois, stratégiquement, ça peut donner des trucs. Néanmoins, parmi ces 3 règles, honnêtement, le Fight First me paraît assez incontournable. Si on est un peu trop exposé, on va choisir avec plaisir le -1 hit. Mais honnêtement, là, le Fight First... il est quand même beau gosse quoi. En tout cas, Fulgrim n'est ni plus ni moins que, comme Angron, un gros missile qui fait très mal. Ici, on perd un peu en brutalité pure. Par contre, on va insister sur le côté tempête d'attaque. Je l'ai pas dit, mais toutes les armes de Fulgrim sont sustain hit. Donc vous avez du sustain partout quoi. Donc ça peut faire vraiment très 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 mal. Il y a beaucoup d'attaques, beaucoup d'extra attaques, un peu de tir. Donc encore une fois, un gros personnage à 360 points. Sauf que lui, il ne reviendra pas en cas de mort. Allez, passons du côté de chez Tzeentch avec naturellement le grand Magnus le Rouge. Donc ici, du côté du lore, on est sur une personnalité beaucoup plus intéressante que les 2 précités, beaucoup plus complexe. À vrai dire, que ce soit du temps de 30K ou de 40K. Magnus, c'est un pan d'histoire absolument énorme. C'est très complexe. C'est également... parmi, je pense, les histoires les plus tragiques, Magnus, c'était pas un mauvais bougre. Il a rien fait de mal, diront certains. Mais bon, on va se concentrer aujourd'hui sur son rapport quelque part avec Tzeentch. Il a un rapport complexe, Magnus, avec sa déité tutélaire. Tout comme il a un rapport complexe avec Ahriman. Ici... on est vraiment sur une personnalité, mais à multiples facettes, qui, à mon avis, en son fort intérieur, souffre quand même énormément de ce qu'il a fait, quoi. Je pense qu'il est plein de rancœur, plein de regrets. Donc tout ça a eu lieu, son passage chez Tzeentch a eu lieu durant le sac de Prospero par les Space Wolves, lorsque Manus s'est retrouvé au pied du mur face à Lehman Russ, donc il savait qu'il allait mourir dans la seconde qui suivait. Il a dit quelques mots à Tzeentch, qui le manipulait déjà depuis des années en vérité, et il a conclu ce pacte-là uniquement pour sauver sa légion. Est-ce que c'était également pour sauver sa propre vie? On ne sait pas trop. Ça m'étonnerait quand même. Le mec, Magnus, a toujours fait preuve quand même d'une grande noblesse d'âme, même s'il était incroyablement arrogant. Clairement, Magnus, il se l'a pété. Donc tout ça, c'est vite en fait retourné contre lui. Et désormais, en fait, le rapport, à partir de là, le rapport qu'il a avec Tzeentch, il est vraiment complexe. Il n'hésitera jamais à s'en servir comme d'une arme. C'est-à-dire qu'il va essayer quand même d'utiliser le pouvoir de Tzeentch de la manière la plus constructive possible. Et en fait, dans un premier temps, il va l'utiliser pour parvenir à ses propres fins. Donc là, on parle d'un gars quand même qui garde un contrôle absolu en fait sur ses propres facultés. Son discernement n'a pas été altéré. Il n'est pas Tzeentch, lui. Il est un disciple de Tzeentch, mais il n'a pas ce rapport complètement fusionnel avec le duc du changement, avec le prince du changement plutôt. Donc Magnus, on est sur quelque chose de très complexe en termes de rapport à sa déité, en termes de rapport à sa légion, en termes de rapport avec son premier capitaine Ahriman.
tout est vraiment assez nuancé à chaque fois. Bon, ça lui va très bien en vérité, ça lui va très bien quoi. Mais en tout cas, il a toujours ce côté un peu omniscient, je me la pète. Et du côté du lore récent, bah là, à vrai dire, je n'en sais trop rien. Hein, franchement, le retour de Magnus, idem. Je pense qu'il s'est fait un peu en mode. C'était pas foufou. Donc j'ai lu quelques trucs à ce sujet. Honnêtement, ça m'est pas vraiment resté en mémoire. Donc passons là-dessus. Pardonnez-moi. Parlons de la figue. C'est tout simplement la plus grosse. Magnus est une figurine tout simplement gigantesque. Il était connu pour être le plus grand, hein, il me semble, de tous les Primarques. Bah là, évidemment, ça se voit. Donc il est plus grand que tout le monde, même parmi les. Voilà, il est nettement plus grand, par exemple, qu'un Angron. Donc c'est une figurine énorme. C'est une figurine très belle. La pose est relativement assez statique, mais je trouve que ça lui va comme un gant. Et on peut très bien lui faire la variante torse nu. À vrai dire, c'est une variante que j'aime bien, moi, parce que le mec, il se pointe sur un champ de bataille sans armure. Je trouve que ça illustre bien, en fait, son côté un peu arrogant. Il a foi dans ce qu'il fait, etc. Moi, la variante torse nu, j'aime bien. Et je le trouve sympathique comme ça. Et puis là, en plus, c'est l'occasion de se lâcher. Niveau peinture, un Magnus le Rouge à faire à l'aéro, c'est quand même du gros kiff, quoi. Passons au jeu. Du côté châssis, rien ne change par rapport à ses petits copains. Là, par contre, il y a des surprises, en fait, du côté des armes. Il y a un peu des surprises. C'est que le mec, il profite d'une force accrue. Par exemple, il tape plus fort que Angron. Alors que tu vois, le mec, il a une espèce de genre de bâton magique, quoi. À quel moment un bâton magique, c'est censé cogner plus fort? Bah bon, je ne parle que de la force, hein, parce que là, on est sur une force de 16. Mais en gros, ce bâton psychique, là, il a 7 attaques, force 16 du coup, mais PA-3, dégâts 3. Donc ça reste quand même assez solide. Et pas de surprise avec l'épée de Magnus côté, du coup, sweep. C'est du 14 attaques à force 8, PA-1 seulement, dégâts 2. Donc voilà, un profil d'attrition au corps à corps un petit peu en retrait par rapport à ses copains. Par contre, Magnus, c'est un magicien. Hein. Donc le mec, là, niveau magie, il t'en fout plein la gueule. Et là encore, en fait, comme les deux précités, si la datasheet peut paraître un petit peu trop simple pour un personnage aussi complexe que Magnus, il ne faut pas oublier que le mec va synergiser de ouf avec les cabales Thousand Sons. Donc que ce soit en fait ce système de dés de cabale ou profiter tout simplement de tous les stratagèmes, de tous les détachements. Ça va lui apporter énormément de punch à ce Magnus. Et Magnus, honnêtement, à mon sens, à l'heure actuelle du jeu, je pense qu'il s'agit du Primarque le plus fort du jeu. C'est peut-être pour ça qu'il est tarifé 420 points. C'est tout à fait énorme, quoi. Donc du côté tir, le mec, il tire quand même beaucoup. Hein. Il pouvait faire 3d3 attaques de force 11, PA-2, dégâts 3. Et aussi D6 plus 3 attaques, force 6, PA-1, dégâts 2. Donc quand même, le mec, il envoie une belle tempête de tir et on sait avec le système de cabale qu'il va en fait pouvoir en plus jeter beaucoup de sorts parce que naturellement, il a le mot-clé Psyker. Et donc en parlant de ces règles de cabale, donc ça consiste à jeter des rituels, hein, Magnus, lui, il va pouvoir en faire 2 par tour. Donc ça, c'est immensément balèze, et à chaque fois qu'on va faire des jets de dés pour réussir ou pas ces tests psychiques, lui il ajoute 2 à tous ces jets de tests psychiques. Donc on est sur un Psyker hyper fiable qui va vous donner accès à plein de rituels différents. C'est chaud, hein. C'est chaud quand on connaît en fait la puissance de ces trucs, hein. Par exemple un Doombolt, hein, qui peut vous faire du D3 plus 3 blessures mortelles. Il y a des trucs très forts en rituel. Donc en vrai, la véritable puissance de Magnus sur table, elle vient de là. Et on connaît tous les autres rituels, tous les autres petits, par exemple, bonus de mouvement et tout. Enfin, les Thousand Sons, c'est très méchant, et une fois que tu mets Magnus dedans, putain de merde, le mec, en gros, il fiabilise absolument tout. Et donc, pour finir, naturellement, il va avoir lui aussi le choix entre 3 petites règles spéciales. Il va pouvoir avoir accès à la réduction des dégâts de 1. Excellent, hein, ça s'appelle la forme impossible. Vous allez également pouvoir donner à une unité qui vous tire dessus le mot-clé hasardeux. Alors ça, c'est rigolo, c'est très sympa. Et pour finir, un énorme truc, c'est le flux du temps. À chaque fois qu'il y a une unité à 6 pouces de vous, vous lui ajoutez 2 à sa caractéristique de mouvement.
Et donc ça, mais c'est énorme. Donc à vrai dire, là, il y en a deux très bonnes, hein. La réduction des dégâts de 1 et le bonus de 2 de mouvement. En vrai, voilà, hein, c'est situationnel. On va utiliser l'une ou l'autre en fonction des besoins. Mais en gros, c'est complètement super fort. Moi, les 420 points, honnêtement, je les trouve justifiés. Et si en plus, vu que c'est pas une horreur au corps à corps, le mec, si vous prenez le temps, c'est-à-dire que si vous le faites progresser avec vos troupes en allant de couvert en couvert, en faisant profiter aux troupes autour de vous d'un gros bonus de mouvement, en lançant des sorts, en allant chercher quelques lignes de vue, en lançant des rituels, putain, mais Magnus est une horreur, c'est un cauchemar. Après, il demeure facilement tuable avec les bonnes armes. Mais si le gars en face de vous joue bien, en tout cas, il fera en sorte de le protéger. Mais on parle d'une figurine assez difficile à protéger, tellement elle est énorme. Et pour finir sur cette jolie brochette de Primark, eh bien, on va naturellement parler du planning peinture. On va parler de Mortarion que je suis en train de peindre. Mortarion, excellent personnage, moi j'aime beaucoup. C'est toujours une personnalité très torturée. Son histoire est fabuleuse, hein, de Barbarus jusqu'à la Grande Croisade, jusqu'à l'hérésie d'Horus. Moi j'aime tout chez Mortarion. Et s'il a une petite originalité en fait par rapport à tous ses frères, c'est ce côté un peu pitoyable. Mortarion est une créature assez pitoyable. Naturellement, ça reste une horreur. Le mec est un tyran, il est brutal, il défonce tout en combat, mais à côté de ça, en fait, dans sa vie, il y a toujours ce côté un peu pitoyable, un peu victime, quoi. Le mec, déjà, dans sa jeunesse sur Barbarus, il se faisait clairement martyriser par le père d'adoptif Xeno. Enfin, du moins, c'est lui qui a prétendu l'être, hein, ce père adoptif. Mais, donc, jeunesse difficile. Ensuite, dès lors qu'il va avoir droit à la Grande Croisade, il va avoir un rapport compliqué avec l'empereur, avec ses frères également. Et une fois ensuite qu'il va embrasser la cause de Nurgle, à ses dépens d'ailleurs, eh bien, le rapport qu'il va avoir avec sa déité va être assez conflictuel. Et de là, en fait, va naître d'office une véritable dualité avec son premier capitaine Typhus. Typhus, c'est lui qui est véritablement à l'origine, en fait, de l'affiliation de la Death Guard avec Nurgle. Il s'est joué de Mortarion pour, en fait, parvenir à ses propres fins. Et depuis, Mortarion, il est dans une espèce d'impasse idéologique. Tu vois, le mec, il avait horreur des Psykers. Il en est devenu un. Donc Morty, c'est tout un programme, quoi. C'est tout un programme. Il a du mal à gagner, hein, dans le lore récent. Souvent, il perd. Enfin, même, en fait, il perdait même, hein, durant l'hérésie. Il s'est fait pourrir par Jagatai Khan, par exemple. Il a toujours du mal, en fait, Mortarion. Il a toujours du mal. Il y a un côté vraiment pitoyable chez lui qui si vous voulez, un enfant de 5 ans arriverait à lui trouver ses propres contradictions, quoi. Le mec, il vit, en fait, en permanente contradiction avec ce qu'il avait prétendu incarner lorsqu'il était jeune. Donc c'est hyper intéressant, c'est un personnage assez tragique, assez triste, assez pitoyable, assez affligeant, mais également redoutable et iconique à plus d'un titre. Donc je suis très heureux de le peindre, celui-là. D'ailleurs, parlons de cette figurine qui est fabuleuse, quoi, qui est infiniment complexe. Je pense que c'est le Primark le plus complexe. Fulgrim, il a l'air assez corsé aussi, mais là, en termes de pose, le mec est compliqué. Là, je suis en train de le peindre, honnêtement, c'est full sous-assemblage. Je n'ai rien collé du tout parce que c'est juste impossible de peindre l'armure du gars dès lors que vous l'enchâssez dans son espèce de grande cape, quoi. Il est un peu voûté sur lui-même, il est un peu recroquevillé, il flotte dans l'air entouré de plein d'appendices et ses grandes ailes de papillon là, cette figurine est géniale. En vérité, elle est extrêmement originale, cette figurine. Ça fait bien plaisir, quoi. Donc là, concernant le retour de Mortarion, il y avait pas vraiment quelque chose à écrire parce qu'en fait, il a toujours été là, hein. Il est juste de retour en figurine, mais dans le lore, en fait, rien n'a jamais évoqué sa disparition ou que sais-je. Contrairement à des mecs comme Angron ou Magnus qui se sont fait, en fait, même plusieurs fois, battre et bannir dans le Warp. Non, Mortarion, lui, il a eu la vie pépère, hein. Donc en fait, il a fondé sa propre planète, hein, dans l'œil de la terreur. Il a fait une planète de la Death Guard, tout simplement. Mais depuis, en fait, Mortarion, c'est 10 000 ans de rancœur, de regrets,
Il se ronge les ongles, le mec, il va pas bien en fait. Il va pas bien. La récente guerre de la peste, en fait, ça a pas dû arranger son cas parce qu'il s'est mis encore plus mal auprès de grand-père Norgueul, contrairement à Typhus qui lui en fait gagne tous les honneurs. Enfin bref, encore une fois, une vie très très compliquée. Mortarion, il y a énormément à en dire, mais j'ai lu beaucoup de trucs sur Mortarion. J'adore ce personnage. C'est à mon sens une des personnalités les plus complexes qu'on puisse trouver du côté du chaos et je m'en félicite. Jetons un coup d'œil sur la datasheet de Mortarion, une datasheet très récente, car le codex Deathguard est un des derniers à être sorti. On va pas se mentir, c'est un énorme buff par rapport à ce qu'avait pu être Mortarion dans le passé. Il passe quand même à 380 points, donc il rejoint un peu la case des primarques vraiment très très chers. Côté profil, on n'est pas tout à fait pareil que les autres. Il gagne 1 point d'endurance et un fil no pain à 5. Donc là, en plus de l'invue, naturellement, c'est le plus résistant de tous les primarques. Il peut encaisser une énorme quantité de tirs sans broncher, mais néanmoins, demeurons prudents, parce que ça peut quand même tomber. Du côté du jeu, il a une petite habilité qui l'ôte de toutes les pestes à la fin de ta phase de mouvement. Donc il bouge de 10 seulement, il a des ailes, mais il n'est pas très mobile non plus. Donc à la fin de ta phase de mouvement, pour tous les ennemis qui sont à 6 pouces de toi, tu vas jeter un des 6 et tu rajoutes 1 si l'unité est dans ta zone de contagion, ce qui risque fort d'être le cas. Et ben sur un 3+, cet ennemi souffre de D3 Mortal Wounds. Donc le mec quand même, tu l'envoies en plein milieu de tout le monde là, et à 6 pouces autour de lui, tout le monde prend des mortels. Donc ça va être sur du 2+, donc ça va pas trop te poser de problème. Donc avant même de taper, le mec est quand même une grosse source de dégâts. Du côté du tir, on retrouve cette bonne vieille lanterne, ce pistolet d'origine Xeno, qui est assez connu pour ne jamais rien faire sur un champ de bataille. Je doute que ça change, parce que c'est encore une fois un seul tir. Mais bon, force 10, PA-3, dégâts 3. Par contre, Sustain Hits D3. Là, autrement dit, quand tu fais un 6 à la touche, putain, t'es content, parce que tu te rajoutes un paquet d'attaques. Sur un gros malentendu, tu peux enlever 3 Terminators avec ce tir superbement réussi. Et un petit jet psychique, le Rotwine, le vent de pu, D6+3 attaque, mais bon, c'est du dégât 1, donc assez anecdotique. Du côté du profil au corps à corps, sa faux du nom de Silence, elle a pris un solide boost, parce que maintenant, on se met à taper plus ou moins comme Angron, avec une ou deux attaques de moins. Donc là, on n'est qu'à 5 attaques, force 14, PA-3, dégâts D6+1. Donc Mortarion a le Lethal Hit sur toutes ses armes. Et si on fait du sweep, alors là, c'est potentiellement infernal, parce qu'on a à la fois Lethal Hit, Sustain Hit, 15 attaques, force 8, PA-2, dégâts 2. Autrement dit, le mec, il tape autant qu'une escouade de custo, quoi. Le profil sweep, il est vraiment très énervé. Combiner létal et sustain, c'est vraiment assez horrible. Le mec est vraiment très dur. Et du côté... donc Lord of the Deathguard, on va pouvoir choisir encore une fois parmi 3 règles spéciales. Là les mecs ils se sont lâchés. Anciennement Mortarion était très basique en fait, il servait souvent de totem, il rerollait les blesses de 1 par exemple. Là ça ils ont tout réécrit et ça fait des trucs assez sympas. La première est assez spéciale, c'est un totem, donc c'est une aura de 6 pouces, donc s'il y a une unité dans ces 6 pouces de vous et que l'ennemi il va finir un mouvement à moins de 9 pouces de cette unité dont on parle, cette unité elle va pouvoir avoir un mouvement gratuit. C'est jusqu'à 5 pouces, donc ça c'est assez étonnant, c'est vraiment un truc pour blanc. On est purement sur du move block, on est purement sur quelque chose de très réactif qui va vous permettre, pourquoi pas, de gagner un objet, d'écranter Mortarion. Par exemple, on peut l'écranter avec des Poxwalkers qui peuvent même lui servir de garde du corps dans un certain détachement. Là, on est sur un truc tricky. Honnêtement, j'ai pas encore trouvé la manière d'utiliser le truc au mieux, il faut tout simplement que j'essaye. Deuxième règle spéciale, ça va être encore sur une unité à 6 pouces de vous, pendant la phase de combat, si cette unité se fait attaquer et qu'elle meurt, elle va avoir du Fight on Death sur 2+.
Un Fight and Death en Death Guard, croyez-moi, vous n'avez pas envie de le voir, c'est très 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 puissant. Et troisième aura qui consiste encore une fois à synergiser avec une unité à 6 pouces de vous, bah cette fois ça va pas être un move réactif auquel vous allez avoir droit, ça va être un tir réactif. Une fois que l'unité attaquante a fini de vous prendre pour cible, vous faites un tir réactif dessus. Donc là on est vraiment sur un truc super intéressant et à vrai dire super original. Donc tout ceci est un peu justifié en plus en termes de lore. C'est assez amusant. On voit en fait Mortarion qui manipule les vents de magie autour de lui pour en fait propulser ses camarades ou donner du feu à leurs armes. Enfin, vraiment, on est on est dans une espèce de Death Guard New Age. Donc les auras, en fait, elles sont très séduisantes. Cependant, elles ne me paraissent pas bien faciles à jouer. Là, je pense vraiment, on s'adresse un peu à de l'expert de la Death Guard. Donc ça, j'ai très très hâte d'essayer en tout cas. Tout est intéressant. Un Fight and Death à 2+ en Death Guard, c'est waouh. C'est vraiment horrible. Hein. Imaginez quoi, autour de vous, en Death Guard, vous pouvez avoir des trucs terribles. Vous pouvez avoir une escouade de 10 Plague Marines menée par le mec qui vous donne le Fight First, le full Black Spawn. Donc Fight First plus Fight and Death. Enfin, le truc est résolument en fait inattaquable. Quoi qu'il vous arrive, en fait c'est ingérable. Mais bon, la Mortarion, clairement, on a envie de le jouer. Moi je le vois bien, mais entouré de Poxwalkers. Ah, ça pourrait être, voilà, ça va être trop bien. J'ai hâte d'essayer. En tout cas, Mortarion, vraiment profil assez atypique dans les datasheets de ces Primarques du chaos. Il va peut-être un peu moins synergiser que les autres par rapport aux règles de détachement, mais néanmoins là on a une datasheet quand même bien touffue qui nous offre pas mal d'options stratégiques, quoi. Vraiment très très intéressant. Donc on a fini cette petite valse des Primarques. Honnêtement, je trouve que tout est quand même assez bon. Moi, je regrette les profils un peu trop primaires, par exemple de Fulgrim ou de Angron, qui sont juste en fait des énormes missiles que tu fais foncer dans le tas. C'est pas bien intéressant. Le profil des Primarques impériaux est à mon sens beaucoup plus sympa à jouer. Ça synergise avec votre armée, ça améliore votre armée en fait. Et des bonnes surprises quand même du côté de Magnus ou Mortarion. Magnus qui lui est vraiment à mon avis, dans l'agression pure et dure, si tant est qu'on le joue bien. Et Mortarion qui est un peu à la croisée des chemins, qui synergise beaucoup avec toute l'infanterie que vous aurez à vos pieds. Bref, c'est très intéressant. Je trouve qu'ils sont globalement tous très sympas à jouer. Alors, ne nous privons pas. Et donc, on va finir cette émission par un petit pari. C'est qui le prochain Primarque qui revient? Là, ça me paraît évident que ça va être du impérial. Le chaos, ça suffit, on en a marre là. Ça va être de l'impérial. Alors, qui c'est? Moi, je mettrais bien, il y en a beaucoup qui parlent de Leman Russ, mais putain, ça me paraît... En vrai, tu fais venir Leman Russ, là, tu vois, c'est comme si tu faisais revenir Sanguinus. C'est vraiment... c'est peut-être trop impactant, en fait, du côté du lore. C'est que t'as la méga superstar. Tu me diras, Lyon et Gilliman, c'était un peu pareil, mais ils reviennent quand même sous des formes différentes. Leman Russ, on ne sait pas, en fait, sous quelle forme il reviendra. Là, ça me paraît trop casse-gueule. Moi, je mets mon copec sur Vulcan. Je pense que ce sera Vulcan. Honnêtement, ça me paraît... ouais, je sens bien Vulcan. Il y en a qui parlent de Dorn. Non, moi je dis Vulcan. Allez, les paris sont pris. Faites vos propres paris en commentaire. N'hésitez pas. Moi, je parie sur Vulcan. Bon, c'est tout les mecs pour cette petite émission Primarque. J'espère qu'elle vous aura plu. Ils sont globalement tous très sympas. Et c'est vrai que dès lors qu'on collectionne une armée qui est droit à un Primarque en figurine, on va la prendre, quoi, juste pour le kiff. Toutes ces figurines sont magnifiques, ce sont des projets mais très très ambitieux pour la peinture, donc n'hésitez jamais à jouer, peut-être pas, mais à au moins peindre votre putain de Primarque. Quoi de plus satisfaisant que ça? Là, peindre Mortarion, je vous jure, ça fait 2 jours et je suis en train de vivre ma meilleure vie, je m'éclate à le faire, quoi, réellement. C'est tout pour aujourd'hui.
Portez-vous bien, mes petits ruralistes. On se tient au jus pour la suite. Les réunions Super Warp arrivent. Le planning ne devrait plus tarder. J'ai juste besoin encore de quelques confirmations à droite, à gauche. Ne vous en faites pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Allez, portez-vous bien, les petits gars. Et à très vite sur les ondes de Rural Hammer, en chanson ou pas. Ciao!